Bénin candidat à l'organisation de la TICAD 8, ce sera en 2022. Pour l'instant, nous parlons du sommet qui vient de s'achever, la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement. 500 000 dollars, c'est ce qui revient aux 54 pays du continent africain à se partager entre eux. Mais quelles sont les retombées pour notre pays, le Bénin? C'est le sujet dont il va être question au cours de cette émission avec Joël Tchogbe, Saturne Diossou et comme invité Kazmi Pedior. Kazmi, je vous pose la toute première question et comme cela, dans les 500 000 dollars qui reviennent donc au continent africain, combien à peu près, est-ce qu'on sait déjà combien pourrait revenir au Bénin? 500 000 dollars ou 500 000 milliards, les chiffres. Pardon, 500 000 millions de dollars, voilà. Bien sûr. Alors, il fallait faire cette précision. Ah oui, ça c'est important parce que c'est tellement minime, 500 000 dollars. Alors, votre question c'était déjà laquelle? Oui, enfin, combien, quelle proportion pour le Bénin? Est-ce qu'on peut le savoir déjà? Est-ce qu'on le sait déjà? On ne le sait pas, on ne le saura jamais. Ah oui, j'ai bien envie de démarrer par cette réponse. On ne le saura jamais. Alors que le Nigeria a affiché ses intentions, alors que la cellule de communication du Nigeria, de l'État fédéral, a communiqué largement autour donc, de ses intentions avec le partenaire nippon, alors que la Côte d'Ivoire a fait de même, le Bénin, je suis désolé de le dire, il n'y a aucun document officiel aujourd'hui qui puisse nous permettre de dire, voilà, nos autorités sont allées là-bas avec telle catégorie d'opérateurs économiques et voilà ce qu'ils ont négocié, voilà ce qu'ils ont obtenu. Donc il est un peu difficile, voire impossible pour moi de dire, d'avancer des chiffres. Mais ce que je retiens, c'est que nous avons obtenu la promesse ferme du Premier ministre japonais de nous aider à sécuriser notre alimentation. C'est ce que nous avons obtenu. Si je comprends bien, Kazmi Pedior, vous dénoncez déjà la manière dont on a été au Japon. Pour vous, on s'est mal préparé pour ce sommet. On s'est bien préparé, mais comme à l'habitude, certainement, la rétorsion d'informations a pris par là. On n'a pas les chiffres de ce partenariat relooké, redynamisé. Nous n'avons pas les chiffres pour pouvoir avancer ici. Ce que je sais, c'est que des chiffres comme 2/3 ont été évoqués. C'est que des chiffres également comme la sécurité alimentaire, pendant que donc les autres parlent de l'industrialisation, nous sommes allés traiter des questions donc alimentaires, des questions de subsistance. Je ne sais pas si le Bénin est aussi sur la liste rouge, comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali, pour aller négocier la sécurité alimentaire. La liste rouge sur le plan de l'alimentation. De l'alimentation. Et donc, c'est l'alimentation qui nous préoccupe à cette rencontre. Vous savez, le Bénin a aussi négocié la question donc, de l'éducation, la formation à l'éducation. C'est ce qui nous préoccupe. Quand vous prenez donc les données statistiques, quand vous prenez l'économie, lorsque on commence par parler de l'alimentation et de l'éducation, nous sommes sur le volet social. Nous sommes sur le volet social. Santé, éducation, alimentation, c'est le volet social. Donc on est allé là-bas, c'est pour aller montrer comment le Bénin a faim. De quoi avons-nous besoin? C'est de ça il s'agit. Donc j'ai bien envie, excusez-moi, c'est pas que Kazmi viennent chaque fois dire certaines choses. J'ai bien envie de parler. Vous savez, j'ai des chiffres ici, par exemple, sur le Burkina Faso. 347 milliards de francs CFA obtenus durant 38 ans de coopération avec le Japon. Mais il est impossible pour le Bénin, il est impossible pour n'importe quel analyste de venir ici dire que comme Tony Elumelu, le Nigérian, a pris la parole et a rassuré les partenaires, il est impossible de dire qu'un opérateur économique béninois a promis tant et s'engage aux côtés de telle entreprise nippone. C'est impossible. Le Bénin est allé au Japon avec combien d'opérateurs économiques, hommes d'affaires? Bon, en dehors de Patrice Talon, lui-même opérateur économique. Vous faites de la provocation. Ce n'est pas la provocation. Quand je dis Patrice Talon est opérateur économique,
C'est connu, c'est dans les annales, c'est dans les documents, c'est le maillant du coton. Donc je ne dis rien de provocation, rien d'extraordinaire. Alors donc, en dehors de lui, en dehors de l'arsenal étatique, je ne sais pas. Même dans les images que nous avons vues, je n'ai pas vu Olivier Bocco, je n'ai pas vu... Puisque vous avez demandé les opérateurs économiques, j'en cite, je n'ai pas vu Sativi, je n'ai pas vu le président intérimaire de la CCIB, j'ai pas vu les représentants du patronat, puisque l'autre, il ne peut pas venir. Je n'ai vu personne. Mais, enfin, on est allé, les autres sont allés avec leurs opérateurs économiques qui ont signé. La Côte d'Ivoire a obtenu c'est pas possible. Santuné Diossou, vous avez, vous également, suivi cette ticade de loin. Est-ce que le tableau est si sombre pour le Bénin? Je ne dirais pas. Nous avons nos objectifs. Je dis nous parce que nous sommes tous béninois. Le gouvernement qui nous dirige actuellement connaît ses priorités et c'est certainement sur ce qui peut lui profiter actuellement qu'il est allé communiquer au Japon. Il est à déplorer ce manque dont parle ce que notre Casimir comme étant... l'absence des opérateurs économiques, des hommes d'affaires béninois. Je parle d'abord de la communication. Parce que s'il y avait eu cette communication qui a entouré le déplacement du Bénin pour le Japon, on ne dirait pas, qu'on ne sait pas qui sont les opérateurs économiques qui ont accompagné le président Talon, ou on ne dirait pas qu'on n'a pas vu d'opérateurs économiques dans la délégation béninoise. Et c'est comme à chaque fois. Je ne pense pas que depuis l'arrivée... Est-ce que c'est la communication qui a manqué? Est-ce qu'ils se sont vraiment déplacés avec ces opérateurs économiques béninois? Je ne saurais le certifier. Parce que moi non plus, je n'en ai pas vu, parlant de figures connues du milieu des affaires au Bénin, en tout cas pour ce que nous voyons d'habitude. Je n'en ai pas vu autour du président de la République, en tout cas sur les images que moi j'ai suivies. Je ne connais non plus tous les membres de la délégation. Peut-être qu'il y en a de pas connus de nous autres, mais qui sont opérateurs économiques et qui ont répondu au rendez-vous du Japon. Le président de la République, c'est ceux avec qui il se déplace. Je crois à l'époque, on avait vu Sativi avec lui dans un avion et puis ça avait suscité ce que ça a suscité comme tollé. Et depuis, dans ces déplacements, surtout quand on dit qu'on va rencontrer les partenaires, et déjà même au plan national, quand on va au TICAD, on doit savoir que le Bénin se prépare pour aller à ce rendez-vous-là. Ça a manqué au plan national. On n'a pas vu le patronat s'impliquer. C'est quand même une visibilité. Mais ça, c'est pas la première fois qu'on déploie ça pour les déplacements du chef de l'État. Oui, je le dis. De pareils sommets. C'est pas pour la première fois. Et je déplore, comme Casimir le dit, ce travail qu'on ne fait pas en amont. On ne prouve pas, en tout cas, on n'a pas l'air de défendre réellement les opérateurs économiques béninois. On n'a pas l'air de porter ces opérateurs économiques, de porter le patronat à des rendez-vous du genre. Et comme les autres fois, cette fois-ci aussi, on a entendu le président de la République prendre la route du Japon. Beaucoup ont déploré le fait que le Nigeria soit à côté avec les problèmes que nous avons et qu'il s'envole pour le Japon. Ça s'est arrêté là. Là-bas, les promesses qui ont été faites, les demandes qui ont été faites, on en a parlé, ça a suscité commentaires. Mais quel opérateur économique béninois est revenu du Japon nous dire, et qui pourrait dire, voilà ce que nous avons obtenu pour le patronat béninois, voilà ce que nous avons obtenu pour les entreprises béninois, et voilà ce que le Japon également nous permet de faire comme expérience à ses côtés. On est allé, Joël Tchogbe, exposer le ventre du Bénin au Japon, semblait dire, Casimir Pédio, est-ce qu'il ne fait pas un peu trop fort? Non, je voudrais dire que le premier problème auquel nous sommes confrontés, évidemment, c'est que dans le couloir de la circulation de l'information, il y a assez d'impondérables. C'est justement ce qui fait que beaucoup de Béninois, un peu comme à l'image de Casimir, disent aujourd'hui que le Bénin peut-être est parti dans un voyage de confort ou bien dans un voyage d'aisance. Mais je voudrais faire remarquer, puisque Casimir posait la question, je sais qu'il le sait, je vais le lui rappeler, que dernièrement, le ministère de l'Agriculture a communiqué pour dire que le Bénin est passé premier dans la zone UEMOA en termes de production du maïs, par exemple, et d'autres produits pour les céréales. Donc ça voudrait dire qu'en principe, on ne doit pas encore continuer par dire que le Bénin est sur la liste rouge, comme le Niger, le Mali et d'autres pays. Donc, c'est pourquoi je me dis que je vais le lui rappeler. Vous certifiez que le Bénin, dans ce domaine aujourd'hui de production de ces produits de base, de consommation donc de base, est passé premier dans la zone UEMOA. Et puis, le ministère de l'Agriculture a vanté ces chiffres
pour faire quand même la gloire et puis la performance du régime en place. Conséquence, logiquement, le Bénin, en réalité, ne devrait pas se retrouver au Japon, à la TICAD 7, en disant que on met en avant les questions alimentaires. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est-à-dire qu'avant de se rendre à ce genre de sommet, il y a toute une équipe qui devrait a priori travailler, élaborer des thèmes de référence et classifier dans un par ordre de priorité les besoins sur lesquels on ira communiquer. Est-ce que ce travail a été fait? Ma foi, je doute fort que cela a été fait. Parce que si ça avait été fait, je suis convaincu qu'on aurait déjà eu le temps de dire, voilà, le Japon, on va prospecter le marché du Japon, on va identifier déjà les groupes qui sont des groupes qui s'imposent dans le marché japonais. On va essayer de voir un peu quels sont les atouts, les potentialités qu'offre le Japon. Et c'est en fonction de ce travail-là qu'on élabore, nous autres pays sous-développés, les thèmes de référence sur lesquels on se base pour discuter avec le partenaire nippon. Maintenant, si ça n'a pas été fait, normal qu'aujourd'hui, le débat puisse être appelé. Mais ce que j'ai constaté également, c'est qu'on a focalisé la communication plus autour de la personne du chef de l'État, Patrice Talon, qui s'est déplacé parce que quand il devrait s'envoler pour le Japon, les journaux ont abondamment communiqué sur ça pour nous dire que le chef de l'État allait donc se déplacer. Mais je suis allé fouiller quand même à l'intérieur de ces journaux. Je n'ai pas vu, évidemment, à côté du chef de l'État, les autres opérateurs, les autres acteurs qui devraient pouvoir faire partie de la délégation. Ça fait le premier problème. Deuxième problème, peut-être que les services gouvernementaux reviendront à la charge pour nous expliquer, c'est qu'en marge donc de ce sommet, comme il est de coutume, on nous a quand même dit que le chef de l'État a eu des discussions, des tête-à-tête avec des groupes internationaux, des groupes sans pourtant citer les noms de ces groupes-là. Je le précise ici parce que je suis parti lire les journaux qui ont communiqué sur ce déplacement. Je n'ai pas entendu. On nous a dit que le chef de l'État, il est revenu avec des promesses, des fonds qui seront investis au Bénin, sans pourtant également nous dire dans quel secteur ces fonds seront donc investis. Donc, en réalité, nous sommes face à un problème de clarté, un problème de communication. Si ça existe, peut-être que c'est de bonne foi et que effectivement le chef de l'État est parti au Japon et que avec les discussions qu'il a eues avec des groupes, des investisseurs, qu'il a eu certainement à décrocher des financements. Mais jusqu'à présent, on continue donc de fouiller. Moi, je n'ai pas encore eu l'information, donc c'est pourquoi je parle d'un problème de clarté dans la communication. Maintenant, il est à déplorer. Si cela ça se révèle que effectivement, nous sommes partis exposer nos problèmes de faim, comme vous l'avez donc expliqué. Si c'est la faim qui nous a menés au Japon, il est à déplorer simplement que le Bénin aille exposer son ventre creux ou bien son ventre vide au Japon. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement concurrentiel. Nous parlons de la ZLECAf aujourd'hui. Et c'est un accord de libre-échange continental africaine. Alors, si on parle de la ZLECAf avec une fluidité dans la circulation des biens et services, ça veut dire simplement que quoi? Aujourd'hui en Afrique, si cet accord en arrive à être vraiment implémenté, en réalité, on veut booster le commerce intra-africain. On envisage d'ici 2022, d'ici 2025, à aller jusqu'à près de 60% du commerce intra-africain. Cela veut dire que sur le marché africain, si vous n'avez rien à offrir aux autres pays, si vous n'avez pas les industries qu'il faut pour transformer déjà ce que vous produisez à l'interne, pour l'exporter, vous n'allez rien gagner absolument. Et c'est pourquoi les pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays ont profité de cette occasion de la TICAD 7 là, par exemple, pour solliciter des financements pour booster plus leur secteur industriel afin de pouvoir continuer par transformer et produire davantage. Donc ce sont des questions sur lesquelles, pour ma part, le Bénin fait de petits pas. Je ne dirais pas que rien n'est fait, mais fait de petits pas. Et j'espérais qu'on allait saisir cette occasion pour poser ces vrais problèmes, parce que nous sommes un pays, on continue de le dire, un pays pauvre, mais j'ai finalement l'impression que on prend la pauvreté ou bien la petite taille du Bénin comme un prétexte, et au lieu de poser les vrais problèmes, nous sommes là et puis on fait des cercles en rond. Kazmi Kpedior, entre autres audiences, on sait que le chef de l'État, Patrice Talon, a échangé avec le Premier ministre
du Japon, Shinzo Abe. Est-ce qu'il est juste retombé de cet entretien-là, de cet échange entre les deux personnalités, le sujet de l'alimentation? Bien sûr, et le Premier ministre a rassuré du moins le chef de l'État béninois qu'il va prendre donc les dispositions idoines pour donc répondre favorablement à cette préoccupation. Donc si il a été question que du riz alors. Du riz japonais qu'on connaissait déjà qui vient au ministère de l'Agriculture, on vend et puis on prend pour aller construire des écoles. Si ce n'est que ça, là, votre préoccupation en tant que pays, les Japonais, ils n'ont pas besoin de convoquer la TICA. Donc vous êtes... c'est réglé, votre cas est réglé et puis on continue avec les plus sérieux. Vous savez, la 7e rencontre s'est déroulée sous le thème « Faire avancer le développement en Afrique par les ressources humaines, les technologies et l'innovation ». C'est clair, c'est clean dans la tête. Il ne faut pas aller chercher loin. C'est autour de ça que vous travaillez. C'est autour de ce thème-là. Parce que le thème est connu bien avant le sommet. C'est autour de ce thème que vous travaillez. Dites-moi, la question de la faim trouve son siège où dans le développement? La question de la faim, là, de la sécurité alimentaire, c'est où dans le développement? La question du renforcement de capacité, de transfert, s'il vous plaît, de compétences. Le Japon, on n'avance pas des chiffres comme ça. Le Japon sait bien que l'Afrique, c'est 1,5 milliard d'habitants. Mais le Japon a promis former 3000 Africains. Ça devrait nous préoccuper. La formation de 3000 Africains. C'est trop peu à votre... Très peu. Pour 54 pays dont la population est à près de 1,5 milliard. Pour un chiffre d'affaires ou du moins c'est pour un PIB évalué à... C'est très peu. Mais allez voir la qualité de cette formation. Qui on veut former et dans quels sont les domaines. Je crois que c'est ça qui devrait nous préoccuper. En toute sincérité, c'est ça qui devrait nous préoccuper. Maintenant, quel est le quota? Combien de Béninois vont gagner ça? C'est ça ce qui doit nous préoccuper ici. Mais on est allé, c'est pour dire, on a faim, aidez-nous. Or, quand on regarde dans le schéma, c'est des localités comme la Takora, le Mono, une partie du Mono, donc les localités comme Djougou, qui ont des problèmes donc d'insécurité alimentaire. Vous l'avez dit, on a travaillé pour avoir du céréal à Bombance. On mange à notre faim au Bénin. Mais vous allez là-bas, c'est pour nous parler d'insécurité alimentaire. C'est ça, c'est quoi? Or, on est allé là-bas à une période où il a dit la ZLECAf. Le débat sur la ZLECAf est là, la zone de libre-échange continentale. On est allé là-bas à une période où le Nigeria nous a fermé les frontières dessus. Voilà deux sujets de préoccupation majeure. Aujourd'hui, comment on fait pour accroître notre production? Premier niveau. Deuxième niveau, comment on fait pour avoir le transfert de technologie, la dématérialisation, non, le démantèlement des industries nippones vers le Bénin pour transformer la production agricole. C'est ça qui devrait nous préoccuper. Mais on est allé là-bas pour parler. On a parlé donc de la faim avec le Premier ministre japonais. Bon, ok, comme c'est la faim qui nous préoccupe, lui, il a donné satisfaction à ça. L'autre chose qu'on a aussi vu, c'est le jeune ministre Wadahi, fougueux, j'admire beaucoup tout ce qu'il fait, mais qui annonce aux partenaires techniques et financiers que lui, là... Non, écoutez, nous ne sommes pas dans la rêverie. Qu'il a? Il a envie de transformer 2/3 de la production nationale. C'est pas possible, ça, il faut le dire. C'est pas possible. Il faut dire ça aux autorités. Ça fait 66,66% de la production nationale qu'on va transformer. Si vous êtes un pays, vous transformez ça, vous quittez le niveau donc de sous-développement et vous êtes au moins un pays en voie de développement. Mais on peut Ce rêver, n'est pas non? possible. C'est pas un rêve. On ne va pas au Japon pour aller rêver. Pour rêver, c'est dans votre chambre à coucher, vous rêvez. Et après le rêve, vous vous réveillez et vous matérialisez. Vous mettez ça dans des documents. On ne va pas au Japon avec des partenaires et rêver. Parce que l'argent est là. L'argent est là et on veut prendre pour venir vous développer. Donc vous n'êtes pas là pour faire croire aux gens que... Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Vous êtes à côté d'un pays comme le Nigeria qui a envie de manger 3 fois par jour 205 millions d'habitants. Et ça ne vous fait pas rêver. Et vous allez là-bas pour leur dire encore que vous avez faim. Pendant que le Nigeria est en train de refuser les importations sauvages sur le continent africain, vous allez là-bas maintenant pour leur dire qu'on a faim. Vous dites aux Japonais que vous avez faim. Ils viendront cultiver pour vous ou bien ils vont vous amener leur production. Je ne sais pas dans quel esprit
les dirigeants béninois sont allés là-bas demander au premier ministre japonais que le béninois a faim et qu'il faut l'aider à manger. Alors que vous-même, vous avez communiqué 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance que nous avons eu les meilleurs rendements en termes donc de production agricole. Je ne sais pas. Moi, il faut me dire, dites-moi dans quelle intention nos dirigeants sont allés là-bas. À la limite, c'est de la mendicité. La question de la faim n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui. Patrice Talon a travaillé durant 3 ans. Boni Yahi a travaillé durant 3 ans pour sortir le Bénin du niveau donc de la sécurité alimentaire. Il faudrait aujourd'hui qu'on comprenne ça et qu'on travaille maintenant pour la transformation agricole. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller se ridiculiser. Vous savez qu'à l'article 47, par exemple, la Côte d'Ivoire, première puissance économique dans la zone UEMOA, avec un PIB extraordinaire. Et malgré ça, la Côte d'Ivoire va à la TICAD et négocie avec les partenaires japonais qu'on puisse faire un transfert des usines en Côte d'Ivoire pour la fabrication des voitures. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire rêve loin parce que nous savons qu'actuellement il y a un débat sur l'intégration du Maroc dans la CEDEAO. Et tout le monde sait que dès que le Maroc signe cet accord désormais et rentre dans la CEDEAO, c'est une concurrence. C'est une concurrence qui va naître. Donc la Côte d'Ivoire prend déjà des dispositions pour que désormais également, au lieu d'aller exposer, je ne sais quoi, la faim au Japon, la Côte d'Ivoire dit, écoutez chers partenaires japonais, je vous prie de venir investir donc dans mon pays. Et au lieu de continuer par envoyer les voitures, les véhicules depuis le Japon en Côte d'Ivoire, fabriquez-les sur place. Et en économie, c'est très simple. C'est une chaîne de valeur qui va se mettre en place. Dès que les industries japonaises vont s'installer en Côte d'Ivoire, vont commencer par produire, fabriquer ces voitures en Côte d'Ivoire, ce sont des emplois que cela va générer. Ce sont également un boom économique que ça va générer dans l'économie ivoirienne. Donc, ce sont des questions de préoccupation qu'il faut aujourd'hui traiter. Mais malheureusement, j'ai l'impression que nous ne faisons pas un travail méthodique sur nous-mêmes. Nous ne savons pas par où commencer, par où penser le développement. Et chaque fois, nous faisons donc comme je le disais, dans un cercle fermé. Et quand c'est comme ça, l'économie, ça n'avance pas. Et c'est sûrement pas le Bénin qui n'aurait pas eu cette chance. Le Bénin qui est à la porte du Nigeria, l'autre grand marché à l'intérieur. Ça tenait, Diossou, j'ai dit Nigeria tantôt, au moins ça c'est concret. On sait désormais que le chef de l'État béninois a enfin rencontré son homologue nigérien pour discuter de la fermeture de la frontière. Si vous le permettez, avant d'en arriver là, je voudrais moi relativiser. Quand on va au Japon, je n'ose pas croire que nos dirigeants n'ont pas réellement préparé ça. Ce que j'ai commencé par déplorer quand j'ai pris la parole premièrement, c'est la communication qui manque autour des actions du président de la République. On a beau dire, on veut laisser les résultats donc parler de ce qu'on fait et on préfère en ce moment-là communiquer autour. Je trouve que ce n'est pas bien. Si vous ne communiquez pas autour des projets que vous avez, de l'organisation d'une rencontre aussi importante comme celle du Japon, ça pourrait amener des Béninois à avoir les impressions que nous sommes en train d'avoir sur le plateau. Joël a bien fait de dire qu'il a l'impression que c'est parce que le gouvernement ne lui a pas permis d'avoir des éléments pour être rassuré qu'à ces rendez-vous-là, on a porté les projets qu'il faudrait porter pour aller rencontrer les Nippons, pour aller rencontrer le gouvernement japonais et qui est en train de vouloir... Il y a cette flèche qui a été envoyée à la Chine, ne l'oublions pas. Chacun cherche à sauvegarder sa place sur le continent, à avancer dans les positions qu'on a eu à occuper. Si on ne donne donc pas des éléments à ceux que nous gouvernons, à ceux qui sont gouvernés, aux Béninois, que nous allons là-bas dans telle intention, nous allons faire ceci, et que les Béninois aient senti qu'avant de vous rendre au Japon, ce n'est pas vous seul qu'on a vu dans la délégation officielle parce qu'on vous connaît, vous, président de la République, mais on sait que en plus de vous, il y a tous ceux-là qui représentent le monde économique béninois, qui représentent les entreprises béninoises, qui ont été déjà consultés, qui ont été associés, qui ont même... Ailleurs, quand il y a un rendez-vous aussi important, il y a même des missions qui précèdent, qui vont dans le pays, pour rencontrer déjà les opérateurs économiques, les hommes d'affaires du pays. Vous ne savez pas si ça a été fait ou pas? Parce qu'on ne nous a pas permis de savoir si ça a été fait ou pas. Donc, on nous donne le libre, la voie pour qu'on fasse des commentaires. Si vous ne dites pas que vous avez fait, alors les autres là en face vont dire que vous n'avez pas fait. Je ne pense pas que le Bénin soit allé au Japon pour dire effectivement, bon, on a faim. Venez nous donner à manger. Non, ce serait tellement vulgaire. On voit les choses ici peut-être, mais je ne pense pas qu'on soit allé là-bas pour dire qu'on a faim. C'est une caricature. Kazmi l'a dit quand même. Et je tiens à le relever. Le ministre Wada qui dit qu'on veut transformer 2 tiers de reproduction sur place, c'est déjà un appel à l'industrialisation du pays.
c'est déjà une porte ouverte à l'énergie. Parce que si vous allez dire à des partenaires que votre ambition, c'est de transformer 2/3 de vos productions sur place, c'est comme les inviter déjà dans le pays à voir ce qu'il y a. Il y a un marché. Le marché de la production, de la transformation sur place de nos produits. À eux de venir alors voir les potentialités qui existent, les ressources qui existent. Est-ce que le terrain permettra à ce qu'ils viennent s'implanter, qu'ils viennent implanter leurs industries au Bénin pour pouvoir accompagner ce rêve de transformation de 2/3 de nos productions ici au pays. On a des ambitions, on rêve peut-être grand, mais c'est déjà un début de rêver. Même à 2/3, c'est déjà un début de rêver. Pour en venir. Et la fermeture de la frontière Saint-Vita à Yokohama également. Parce que le président nigérien y était. Si on n'a pas eu l'opportunité de le rencontrer à Badagry, il faut saisir cette occasion parce que ça commençait par critiquer du Bénin. Et jusqu'ici, il faut le dire, aujourd'hui ça fait exactement... on a bouclé 2 semaines, de fermeture des frontières avec le Nigeria. Mais le Bénin n'a jamais pris la parole officiellement pour expliquer aux Béninois voilà ce qui s'est passé réellement. À part les bribes, ce qui a fuité de la rencontre ou la communication qui a eu lieu autour de la rencontre entre Patrice Talon et Boari au Japon, on n'a pas situé les Béninois. On le montre et c'est d'ailleurs le mal qui continue. La communication qui donne l'impression qu'on ne fait absolument rien. Il y a des Béninois qui souffrent de cette frontière, de cette fermeture des frontières avec le Nigeria. Est-ce qu'on est allé à leur chevet? La dernière fois, on parlait dans les coulisses de la radio de ce qui se passe au niveau des cultures maraîchères. Et moi, je me dis, si c'était un pays de destination du coton qui avait été fermé depuis 2 semaines, je ne pense pas que le gouvernement béninois restera sans rien faire. Vous faites là un procès d'intention, non? Ben, il faudrait que je fasse ce procès d'intention, je l'ai dit tout à l'heure. Si vous ne nous donnez pas des éléments qui nous rassurent, on vous fera raison le procès. Si c'était le coton qui était en difficulté dans les champs, je ne pense pas que le gouvernement restera silencieux. Partout où il y a coton, on y va. Il ne doit pas avoir de fibre de coton qui s'ouvre dans les champs. Il y a eu une inondation dans un champ de coton. Le ministre de l'Agriculture vite se dépêche là-dessus. Mais dans les jardins, il y a de la tomate qui pourrit. Depuis 2 semaines. Je ne sais pas, je n'ai pas vu le ministre de l'Agriculture sortir. On a absolument, je le dis ainsi, ça n'engage que moi, je l'ai dit tout à l'heure. Si vous ne nous montrez aucun signe, on vous fera le procès à raison. On n'a absolument rien fait dans ce sens. On a gardé silence, on a rencontré Boari, et quand on a rencontré Boari, on a aussitôt commencé par communiquer pour dire l'ouverture des frontières avec le Nigeria, cette ouverture-là, elle est imminente. Il a rencontré Boari. Qui a dit, c'est pas une voix officielle qui l'a dit. Mais ceux qui communiquent pour le gouvernement, c'est ça, ils ont dit non. Le lendemain, les journaux ont commencé par titrer. Patrice Talon a rencontré Boari. On peut mal voir de loin, du Bénin au Japon, on peut pas voir les choses. Qui a donné les thèmes de référence? Ceux qui ont parler de cette rencontre n'était pas là, et puis de là-bas il y a quand même la communication gouvernementale qui continue. Depuis cette rencontre avec Boari jusqu'ici, qu'est-ce qui a bougé? Le Nigeria n'a même pas ouvert ses frontières pour ce qui est illicite avant qu'on ne parle de ce qui est illicite. Donc, et c'est quand même c'est déjà quelque chose qu'il faut déplorer. L'autre conséquence qu'on ne voit peut-être pas, c'est quoi? Si l'opérateur économique qui sait qu'en prenant par le Bénin peut aller au Nigeria et opte pour prendre par le port de Cotonou, voit que si un produit quoique licite est en destination du Nigeria, son produit depuis 3 semaines, son conteneur depuis 3 semaines est resté au port. Il n'a pas pu franchir les frontières du Nigeria. On lui indique la voie à suivre désormais, ne prend plus pas le port de Cotonou, va directement au Nigeria, encore quand le port du Nigeria est Lomé aujourd'hui, ça communique parfaitement. Il y a des choses qu'on préfère envoyer à Lomé, partie de Lomé pour le Nigeria, que prendre par Cotonou. Tout ça, c'est de la mauvaise publicité pour nous. Et quand on est là, on ne montre aucun signe apparent qu'on est préoccupé. Du moins, on ne voit aucun signe visiblement. C'est parce qu'on ne montre pas qu'on ne voit pas. Si on montre, on va voir. Oui, et Joël Djogoué. Non, sur cette question de fermeture des frontières avec le Nigeria, c'est un vrai problème. Heureusement, je vais dire ça comme ça, que le chef de l'État Patrice Talon a profité de ce déplacement de la TICAD pour rencontrer son homologue nigérian, Mohamedou Boari. Mais moi, je n'ai retenu qu'une seule chose après cette discussion, c'est-à-dire qu'il y aura une réunion tripartite entre le Bénin, le Niger et puis le Nigeria pour statuer sur la question. Donc on a renvoyé au calendrier grec la résolution de cette question liée à la fermeture de nos frontières. En fait, on commence par désigner les vrais mauvais élèves. On a fermé les frontières du Tchad et du Cameroun, mais les très mauvais élèves, c'est le Bénin et le Niger, en fait. Non, écoutez, vous savez, Casimir a commencé tout à l'heure par vous rappeler un peu les efforts qui se font au Nigeria. Et aucun pays aujourd'hui n'est plus disposé à être comme une tombe ouverte et à engloutir tout. De l'autre côté du Nigeria, par exemple,
il y a un vaste programme de culture du riz qui est implémenté, qui est aujourd'hui en train d'être mis en œuvre de l'autre côté. Parce que les opérateurs économiques nigérians ont pris conscience que c'est un marché de plus de 200 millions d'habitants. Et donc, continuer par accepter sur leur marché des riz importés de par le Bénin, de par le Niger, bien n'importe quel pays, va plomber leur économie. Conséquence, un peu comme cela se fait déjà avec le poisson au Nigeria, on a mis en place un programme pour inciter les populations à la culture du riz. Je tiens à rappeler que quand on dit qu'on a interdit la transmission des produits comme le riz au Nigeria, le riz localement produit au Bénin n'a pas été interdit. Pas du tout. Si le Nigeria à la frontière découvre que le riz qu'on s'apprête à envoyer sur le marché, c'est produit par un paysan béninois, cela passe simplement. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien du tout en face du Nigeria. Le Bénin ne fait pas assez, encore une fois, d'efforts pour booster la production locale, pour booster le riz et d'autres produits, pour pouvoir les exporter vers le Nigeria, que le Nigeria a pris des mesures radicales contre le Bénin. Et moi, je pense que nous ne profitons pas assez de ce grand marché. On ne profite pas assez de ce marché. Et si depuis 2 semaines, les frontières sont restées fermées et que le président nigérian a servi une réponse diplomatique lorsqu'on dit que oui, j'ai pris acte de votre demande, que j'ai réfléchi pour vous faire un retour, c'est diplomatique. Donc, moi je dis... Vous pensez qu'il n'aura jamais de retour? Pas de sitôt en tout cas. Non, en tout cas, le Nigeria a dit, pour ce que je sais, 28 jours durant, mes frontières resteront fermées. De 28 ans, on en a passé 14. Voilà, donc 28. Et cette décision de la fermeture n'a pas été prise par la seule personne du président nigérian Muhammadu Buhari. Lui, il a quand même, il est en discussion avec le patronat nigérian. Il discute avec les grands hommes d'affaires du Nigeria. Je ne vous rappelle plus les clashs de l'homme d'affaires Aliko Dangote par rapport donc à la politique économique du Bénin. Donc, si la décision de fermeture a été prise de concert avec ces grands hommes d'affaires au Nigeria, ne vous attendez pas à ce que, juste après les discussions avec Patrice Talon au Japon, que sur un coup de tête, que le Nigeria puisse rouvrir les frontières. Casimir Pédio, Talon et Buhari se sont enfin quand même parlé. Et ça, c'est à Yokohama. Et ça, c'est de la ticade. C'est du concret. Ça me fait rire, quoi. Ah ouais? Je ne peux pas avoir fermé tes frontières à Abuja et tu viens me rencontrer à Yokohama et vous parler de... Non, Écoutez, peut-être que le président nigérian n'était pas disponible avant cette date-là. Le sujet, il est beaucoup plus sérieux. Il est beaucoup plus sérieux qu'une discussion dans un hôtel 4 étoiles avec résidence présidentielle à Yokohama au Japon. Le sujet, il est ici. Le sujet doit réunir Buhari. C'est quoi? Qu'on ouvre les frontières ou qu'on en parle à Badagry plutôt? On ouvre les frontières sur quel principe? En fait, la fermeture des frontières n'est pas une mauvaise chose. C'est une opportunité pour le Bénin. Ah oui, vous pensez? Bien sûr, moi je l'ai démontré. Mais attendez, vous savez pourquoi le gouvernement, enfin le chef de l'État veuille à ce qu'on ouvre les frontières? Vous savez qui est le perdant dans cette affaire-là? Dites-nous. C'est Bénin Contrôle. Ah ouais? Bien sûr. Le PVI. Ah, bien sûr. Bien sûr. Allez au port. Mais le riz vient d'où? Et vient comment? Et c'est pesé comment? Combien Bénin Contrôle prend? Combien l'État béninois prend? Faites ce calcul, faites cette analyse. Et comprenez maintenant, entre Patrice Talon, opérateur économique, et Patrice Talon, président de la République, qui allait à Yokohama discuter avec Buhari. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de dissocier l'eau tiède de l'eau froide, comme le disent toujours ma maman. C'est très difficile aujourd'hui. En langue fond. Mais ici, quand vous parlez des mesures radicales, non, c'est une mesure idoine. Le Nigeria n'a jamais interdit les produits made in Benin sur son sol jusqu'à aujourd'hui. Lundi 2 septembre, le Nigeria n'a jamais refusé. Mais qu'est-ce que le Nigeria a refusé? L'importation sauvage des produits asiatiques sur son sol. C'est tout. Produisez. Et donc, quand on est au Japon, on va négocier les machines agricoles. On va négocier les intrants. On va négocier la transformation. C'est aussi simple que ça. Je crois que sur les 54 pays présents au Japon, je crois que le Bénin était le meilleur en termes donc de négociation. Moi, je crois.
Donc discuter avec Boari, pour moi, ne reviendra pas, ouvrez-nous les frontières. Non, les frontières ne sont pas fermées. C'est normalement des pays comme le Japon, comme les pays asiatiques qui produisent le riz, qui doivent discuter avec Boari sur les conditions de rouverture des frontières. Parce que c'est eux les premiers bénéficiaires de cette production-là. Disons-nous la vérité, c'est pas le Bénin. Nous irons pour remercier plutôt Boari pour nous avoir ouvert du moins les yeux sur ce que représente aujourd'hui la ZLECAf. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut véritablement qu'aujourd'hui, les Béninois puissent comprendre entre opportunités et menaces où se situe notre intérêt. Donc moi, je pense que aller rencontrer Boari à Yokohama, ce n'est pas la solution. Rencontrons Boari à Abuja avec Kaboré, avec Youssoufou, avec Paul Biya, encore que lui, il n'est toujours pas présent, donc enfin. Rencontrons-le aussi avec Idriss Déby. Discutons donc de la question de la production. Qu'est-ce que le Nigeria peut aujourd'hui pour nous accompagner dans notre autosuffisance alimentaire, dans la transformation de nos produits? Qu'est-ce qu'on fait pour la ZLECAf? Je crois que c'est ça le sujet. Allons discuter avec Boari, avec les opérateurs économiques béninois. Je n'ai pas vu à Javon, aux côtés de Patrice Talon, pour discuter avec le Nigeria sur les opportunités aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu. Mais il n'est pas au pays. Mais il est à Paris, il n'est pas mort, il est à Paris. On peut l'inviter. S'il ne peut pas venir ici, au Bénin. Est-ce que vous êtes réaliste avec ces gens de propositions? Mais qui sont les opérateurs économiques qui envoient sur le sol nigérien? C'est pas vous et moi. Encore que nous, on n'est pas des opérateurs économiques. C'est de ça qu'il s'agit. Pour véritablement que le Nigeria dise désormais à ces opérateurs économiques, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux plus chez moi. Pour qu'on puisse véritablement produire. Donc, moi, rencontrer Boari et communiquer autour, moi, je ne sais pas, en dehors des belles images que j'ai vues, je ne sais pas l'impact que ça aura sur les activités. Au-delà de ça, bon, tout à l'heure, vous disiez, j'ai envie de faire juste une virgule à ça. Vous avez dit que les gens ont préparé. On les connaît. S'ils ont préparé là, dans le pays là, le sommet, ils ont préparé ce sommet, je vous jure, les images, on les aura. Je connais les clébés. Même si on ne leur donne pas l'autorisation de ventiler ces informations, ils vont le faire. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait. Mais si ça a été fait, apportez-nous les preuves de ce que ça a été fait. Et donc, quand on aurait réglé ces problèmes, 2/3 de la production, je mets des réserves. Mais je dis, c'est un bon début pour donc transformer ces 2/3 là. Je dis, je mets des réserves parce que vous connaissez mon point de vue sur cette question de 2/3. C'est pas avant 2066. Ça, je le dis, que le Bénin va transformer les 2/3 de sa production. Mais déjà, c'est déjà un bon début d'aller négocier. De montrer que le Bénin est un pays qui peut aller à l'industrialisation. Je dis qui peut aller à l'industrialisation. Parce que les préalables ne sont pas encore remplis pour véritablement parler de pays industrialisés. Donc tout ça, quand on met tout ça dans un ensemble et qu'on va, en dehors de cette belle communication, des belles tenues, des beaux discours et autres formes de communication, franchement, moi je ne sais pas, je suis très pessimiste, vous allez penser, mais je suis très optimiste pour mon pays. Je crois que dans les 3 prochains mois, on va commencer par avoir. Vous pensez que Boari, il va fermer les frontières à Abuja et c'est à Yokohama, vous allez discuter et il viendra les ouvrir. C'est trop facile. Si c'était juste pour faire ça, il n'avait pas besoin de fermer. Il savait qu'il allait les rencontrer à la TICAD, non? Donc c'est pas la peine non, c'est beaucoup plus sérieux. Moi, j'allais prendre Kazemi au mot quand il dit que les préalables pour l'industrialisation ne sont pas remplis. Alors, est-ce qu'on peut comprendre par là pourquoi le Bénin ne serait pas allé négocier officiellement des industries à délocaliser pour le Bénin? Vous savez que le gouvernement actuel est en train de lutter. On dit que l'énergie, c'est la matière première. Vous voulez que les entreprises viennent s'installer chez vous. Vous n'avez pas d'énergie électrique. On fait déjà des efforts pour garantir, offrir un environnement favorable à l'implantation des industries chez nous au Bénin. Si la dernière fois on a eu la centrale thermique, je connais aussi un peu votre opinion à propos. Si on a eu la centrale thermique de Maria Gleta 2 et qu'on se vende de ces centaines de mégawatts que nous avons désormais chez nous qui pourraient nous garantir une certaine suffisance en énergie électrique, c'est déjà un début. Si on peut avoir de ces projets venant du Japon,
Je sais que le gouvernement y pense et c'est une suite. Moi, je ne dirais pas que ce sera pas avant 2062 ou je ne sais pas combien pour qu'on assiste à cette transformation. Pas après pas, nous allons avoir cet environnement. Vous allez produire de l'énergie électrique avec du fioul. Vous allez produire de l'énergie électrique avec du fioul, du gasoil ou du jet-a. Vous allez vendre cela. Vous allez vendre cela aux industriels, faire de la production industrielle, aller vendre au Nigeria et être compétitif avec un concurrent direct qu'est le Japon. Le Japon est un concurrent direct sur le marché commercial africain. Au même titre que la Chine, au même titre que la France, au même titre que les États-Unis. Et vous allez donc produire avec du gasoil, du jet-a, du fioul, de l'énergie électrique. Je crois à Maria Gleta 2, donnant, si vous voulez, une nouvelle génération. Donnez-lui tous les noms que vous voulez. Mais cette industrie, ce n'est ni plus ni moins pour la production de bissap, de glace, de glaçons, des soudeurs. Je parle des grandes entreprises, s'il vous plaît. Est-ce que vous ne vous faites pas peu sérieux en parlant ainsi? Je parle des grandes entreprises. Je parle des grandes entreprises. Vous savez, la consommation, ce dont ces industries ont besoin pour véritablement développer. Casimir. On ne parle pas d'éclairage public, on ne parle pas... Mais écoutez, je veux bien dire autre chose. Retournons au Japon, si vous voulez. Hein. le Bénin... Nous n'avons pas le même environnement que la Côte d'Ivoire. Oui, nous n'avons pas le même environnement que ces pays qui sont les pays privilégiés de destination. Joël parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire. Le Japon a promis d'implanter, je crois, une usine de rassemblage tout au moins de ces véhicules. Le Ghana également, qui en tire quelques profits déjà. Mais le Bénin, pourquoi voulez-vous que le Japon vienne s'implanter au Bénin s'il n'y a pas de quoi Nous avons le même environnement, Monsieur Diossou. Nous avons une côte commune. Nous sommes de la zone tropicale. Moi, je parle d'environnement favorable pour l'implantation. Qu'est-ce que vous mettez d'environnement? Définissez votre environnement. L'énergie, vous dénoncez l'énergie produite à base de... Nous allions tous sur le même marché acheter l'énergie. Il y a un passé très récent. C'est le Ghana qui nous fournissait. Vous étiez où quand les autres ont eu le financement pour développer? Mais allez copier ce qu'ils ont fait, venez transplanter ici. Je pense que ce que Saturne doit comprendre, c'est que... je pense que c'est le coût de revient, le coût de distribution, là je dis, de l'énergie. C'est tout. Quand vous écoutez Casimir, tout le débat est là. Ce n'est pas la rentabilité. Parce que si l'énergie coûte excessivement cher, aucune entreprise sérieuse quand même qui projette de faire une production vraiment destinée à un marché de consommation. Moi, je vous avais ça pas serait à Maria Gleta. Compliqué. Je vous avais pas amené à Maria Gleta. On retourne au Japon. Oui, on retourne au Japon. Le Bénin a des ambitions. La diplomatie béninoise a des ambitions. L'Articade 8, eh bien, nous voulons bien l'abriter, Saturne Diossou. Une chose est d'abriter l'Articade, une chose est que quand l'Articade prendra fin au bout de 16 jours, là, que ça va durer, que le Bénin devienne Yokohama ou devienne... Non, pas forcément. Pourquoi? Avant ça, les Kenyans ne sont pas devenus Yokohama. On demande l'Articade. Je voudrais aller là-dessus. Est-ce qu'on a des infrastructures pouvant abriter des rencontres de ce genre? On est en train de faire les toilettes. Donc, commençons par nous poser ces questions. Ce n'est pas parce qu'on a abrité l'Articade que c'est fini. Ça va être comme un coup de baguette magique et peu après on deviendra le Japon. Vous reprochiez à Patrice Talon de n'accueillir aucun sommet ici depuis. Il n'est même pas sorti du moins de ne pas aller sur les sommets. Je ne refuse pas. Ce que je dis, c'est quoi? Le sommet a beau se tenir à Yokohama ou à je ne sais où, ça dépend de ce que vous tirez de ce sommet-là. On peut aller à Yokohama, revenir être plus satisfait qu'un sommet qui serait organisé à Cotonou, on n'obtiendrait pas. Donc, vous n'en voulez pas? C'est pas que j'en veux pas, c'est bien que ça s'organise au Bénin. Ça va être une visibilité pour le Bénin. Mais au-delà de ça, c'est ce qui est consistant que nous cherchons. Qu'est-ce qu'on aura gagné? Quand on est revenu du Japon, qu'est-ce qu'on a ramené du Japon? Est-ce qu'on demande aux Japonais de venir au Bénin parce que, bon, oui, ils vont vivre pendant 3 jours, on va vendre notre destination en matière de tourisme, pour ceux qui voudront visiter le Bénin, on va permettre aux hôtels au Bénin de pouvoir abriter des gens, de pouvoir avoir de la devise en quelque sorte. Encore que là, c'est discutable. Et puis, les gens seront rentrés chez eux avec des souvenirs achetés au CPA ou je ne sais d'où, et c'est fini.
Le Bénin a habité, on a vendu la destination Bénin, Non, et puis c'est tout. C'est Bon, sérieux. Qu'est-ce que nous apprêtons comme dossier pour aller à ces rendez-vous? Qu'est-ce que nous gagnons? Moi, c'est la question que Non, je mais- Joël que ça Touré- se tienne à Non, Yokohama ou à Badagry. je tout pense ça, là. que Joël Touré. Saturne est allé même loin. C'est le puisque- registre de Casimir. Voilà, peut-être, mais il est même allé plus loin que votre question. Ici, il s'agit d'interroger quelles sont les capacités du Bénin à pouvoir accueillir Face voilà, à un la tel Côte sommet. d'Ivoire ou peut-être Voilà. d'autres pays qui ont les mêmes On parle ambitions. de, j'imagine, 54 chefs d'État pour l'Afrique seule et des groupes d'investisseurs internationaux qui vont également se ruer vers le Bénin. Et le Japon, en tant qu'acteur principal également, devrait également marquer sa présence. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui le Bénin a les infrastructures pour accueillir un tel sommet et réussir l'organisation? Oui, vous dites que c'est 2022, Bien sûr. 2022. Encore que à cette date-là, le chef de l'État, Patrice Talon, s'il ne revenait pas, il ne serait plus au pouvoir pour que vous Et puissiez alors vous le Bénin dire. s'arrête? Non, parce que vous disiez qu'on lui faisait le procès de ne pas accueillir des sommets au Bénin, mais Lui ça, avait c'est- dit qu'on n'était pas prêt, voilà. qu'on n'avait Donc- pas les infrastructures. Donc, peut-être qu'il apprête peut-être le Bénin pour accueillir ce sommet avec un autre chef d'État. Qui C'est sait? mal, c'est mal. Non, pas du tout. Mais ce sont des questions qui s'imposent. Maintenant, est-ce que le Bénin a la hauteur, même si on était à la hauteur de l'organisation? Nous sommes aujourd'hui un pays avec des ressources très, très limitées. Les fonds qu'on va investir dans l'organisation de ce sommet, moi je pense que on aurait mieux à gagner à réorienter ces fonds, à réaffecter ces fonds-là dans le financement d'autres projets structurants dans beaucoup de secteurs. Le thème dont a parlé Casimir tout à l'heure, on parle de développement, on parle d'éducation, on parle de technologie. Une trilogie. Éducation, ressources humaines. Technologie, industrialisation. Donc au lieu peut-être de dire nous voulons plaire au monde, nous voulons faire une image et investir des milliards, certainement à construire Pour vous, des stand-in, des hôtels de il a d'autres stand-in. priorités. Moi je pense qu'il y a d'autres priorités. On peut organiser le sommet en Côte d'Ivoire, au Maroc ou partout où vous voulez. C'est pas Mais grave. pourvu que nous y allons et nous puissions revenir avec de grosses sommes d'argent dans nos sacs peut-être. Non, Casimir Pédieu. je voudrais vous rassurer qu'on aura les infrastructures. Le palais des congrès serait déjà réhabilité. Ça, je vous le rassure. Ça peut accueillir. C'est une salle de 1000 assis. Je vous rassure que l'aéroport de Glodjibé Écoutez, serait déjà livré. Vous voyez la TICAD se tenir au palais des congrès, dites-vous? Dans quelle salle? La salle bleue ou dans La quelle... salle rouge, La 1000 salle rouge. places. 1000 places. Donc vous voulez qu'on installe les chefs d'État dans les... Dans... Donc, Casimir, Non, ils seront, Vous étiez ils à seront Yokohama, présidium. vous avez vu ce qui s'est passé Ça, là-bas. à Yokohama, ils seront assis. Non, Ils seront non, assis. écoutez. Il y a aussi le CIC, le Centre international de On a conférences. parlé de 54 chefs d'État. Hein? Et- Minimum et- pour le et- continent. S'il vous plaît, laissez C'est Casimir. les infra ou bien c'est à Parakou ils vont organiser ça. Si c'est à Cotonou, je vous parle des salles high-tech. C'est le palais des congrès. Ne me dites même pas que c'est à l'autre hôtel qui est juste à côté. Est-ce que vous voyez même le symbole? Vous demandez aux Japonais de venir tenir la TICAD dans un environnement construit par les Chinois? Enfin, bon. En tout cas, vous parlez des infrastructures Encore que et c'est je deux vous fais compris. la liste. Vous aurez l'aéroport international de Glodjibé qui serait livré en 2020. Donc, Sérieusement? Vous voulez que les gens atterrissent Vous à pensez que je n'y crois pas? Bon, Casimir. L'aéroport international de Glodjibé serait livré en 2020. Ça va commencer en décembre Changeons prochain. de sujet. Vous voulez que ce soit là que les... Changeons de sujet. C'est vous qui avez proposé Je vais me le sujet renseigner. et je suis en train de vous dire, Je vous vais me- aurez les bras de cet aéroport qui seront déjà construits. S'il vous plaît, je vais me renseigner sur votre personne. Vous avez quelques années judiciaires, au moins 2 en tout cas. Vous en êtes où? Casimir Pédieu. J'étais le lundi dernier à la Criette. Et le procès a été reporté pour le 26 octobre, un samedi. Un samedi. Alors, Un samedi, vous êtes. C'est une erreur de calendrier? je ne saurais le dire. Je crois à la justice de mon pays. Ils m'ont invité pour le 26 octobre, date historique donc de l'histoire. Enfin, date historique de mon pays. Oui. Je suis invité donc pour le 26 octobre. Nous allons continuer le débat. Le débat a été donc ouvert le lundi dernier sur donc la question qu'on m'a adressée au sujet de la fausse information. Alors, mon avocat, il a planché, il a démontré tout ce qu'il fallait démontrer. Cependant, on nous a demandé de revenir pour confronter donc les arguments avec les experts. Les experts, je préfère ne pas les nommer ici. Oui. En tout cas, les experts en économie, certainement, seront donc
au Pêchois, les sachants, comme le terme juridique le veut, viendront donc pour constater, enfin, pour faire le débat, pour animer le débat. Donc, c'est ce que je peux dire. J'étais donc il y a une semaine là-bas. Oui, vous avez un second à nuit aussi. J'ai aussi un second à nuit avec le maire de Parakou, Charles Toko, mon ancien patron, qui m'a assigné par contre au tribunal de Cotonou. Parce que j'ai écrit quelque chose sur un projet qu'il a défendu, qu'il a soutenu et qui a été relayé par une radio, une radio de la localité. J'ai posé mon commentaire dessus et le maire a estimé qu'il a été frustré dans son amour propre et par conséquent, il m'a traduit devant la justice. Merci donc, à vous. Ce procès, c'est pour le 27 septembre 2019. Donc, j'ai le 27 septembre et le 26 octobre. Un mois pour se pour souffler un peu en musique. C'est très sérieux, mais on préfère en rire. En tout cas, on vous soutient et on vous soutiendra mieux les fois à venir. Amen. Merci beaucoup. J'ai besoin des Béninois parce que ce travail, nous le faisons pour les Béninois. D'abord, j'ai besoin des Béninois. C'est vous qui m'avez oint cette mission de journaliste. C'est la Constitution nationale, c'est vous, le peuple béninois. En tout cas, la mission d'information. Vous répondez du chef d'accusation d'usurpation de titre. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci Joël, merci Saturnin. Ouais. Merci Kazmi avec Georges Ponois à la technique. Eh bien, l'intégral, c'est encore demain.